Donc bonjour à tous, je vous souhaite une, très Bonjour. belle année 2024 pour ceux que je n'ai pas encore vus. Donc je suis ravie de vous accueillir sur cet atelier un peu atypique autour de la biodiversité. Donc atypique parce que c'est un atelier qu'on a souhaité, mettre en commun avec l'Institut du commerce et donc avec Émilie qui est là avec nous, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et puis atypique parce qu'il va se dérouler en direct des champs avec, donc Alain Canet qui est agronome et agroforestier. Donc Alain, je te laisse, prendre la suite, te présenter et nous expliquer tout ça. Ok, merci. Bonjour et rebonjour pour certains. Donc, Alain Canet et moi, je travaille dans une structure qui s'appelle Arbre et Paysage 32. Je suis aussi vice-président du Centre national d'agroécologie. Et puis, je suis un des ambassadeurs d'une nouvelle marque repère, je serais tenté de dire, de l'agroécologie qui s'appelle Arbre et Civilisation, et qui vise à certifier des personnes, des projets et des produits de l'agroécologie et de l'agroforesterie en particulier. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être chez Vincent Carême qui va se présenter, puis on va cheminer tous les deux pendant cette petite heure. Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis vigneron à Vouvray, en Touraine. On exploite à peu près, on travaille sur 22 hectares de vignes en culture biologique depuis 2003. Et là, on est dans une parcelle assez particulière. On appelle le clos parce que c'est un clos, en fait. On verra plus loin, il y a des murs. Et puis voilà, donc on va faire un petit tour avec Alain. Il va vous parler de ce qui se passe autour. On est là parce que hier, on était en journée technique avec le syndicat, avec pas mal de vignerons qui font des projets. Donc, des gens, dont Vincent. Vincent, c'est un peu le. Alors, du coup, il est modeste, hein, mais ça, c'est pas grave, ça lui passera. Avec l'âge, il est le porte-parole d'un mouvement de fond dans une association qui s'appelle La Joile, ici, dans le secteur de Vouvray, qui vise à réintroduire l'arbre dans la vigne. Donc, ramener une grosse quantité. On va vous montrer quelques petits exemples des arbres dans les vignes. Il y en a d'ailleurs un ici qui est juste à côté de nous qu'on va vous montrer. Alors, désolé, la lumière n'est pas tout à fait au rendez-vous. Elle l'était hier. Il a un petit peu gelé. Le plafond est bas. Mais est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. Ici, donc, on est sur une bordure, sur une lisière qui protège la vigne, donc, et qui héberge des oiseaux, des pollinisateurs, des chauves-souris, hein, pour faire simple. Très haut niveau de biodiversité dans ces vignes que vous voyez ici, avec des sols couverts, des sols prospères. Donc là, on est en plein hiver. Donc l'idée, c'est de ramener toute la biodiversité nécessaire et suffisante au fonctionnement de l'écosystème vigne, mais aussi de la biodiversité qui sert à tout le monde, qui stocke du carbone, qui protège les masses d'eau. Et ici, ils ont fait des, alors, vous n'allez pas forcément bien le voir, ou peut-être, je ne sais pas si vous voyez des formes d'arbres un petit peu particulières, avec des grosses têtes. Ici, dans cette haie de ceinture qu'on appelle une membrane en aménagement, ils ont réalisé des arbres têtards, des trognes, dont la formule la plus connue est certainement celle du saulosier. Le saulosier qu'on taille régulièrement pour faire de la vannerie. Et ici, ces arbres têtards, on a produit un petit document, on vous enverra les liens si vous voulez, sur ap32.fr, sur les arbres têtards. Les arbres têtards, c'est des arbres paysans, des arbres qu'on étête régulièrement pour produire du bois, pour produire du fourrage, pour produire de l'énergie. Mais surtout, ça abrite une faune auxiliaire absolument incroyable. Les plus emblématiques étant les piques prunes, les chouettes chevêches et les chauves-souris. Donc, ça veut dire qu'ici, au cœur et à proximité de la parcelle, on construit, on fabrique des habitats extrêmement favorables à cette faune sauvage qui est utile à tout le monde, qui est en voie de raréfaction. C'est un peu le même sujet. Dans ces cavités, s'ils mettent aussi des essaims sauvages, d'abeilles, donc, hein, d'abeilles. Donc, autant vous dire un très haut niveau de biodiversité. Et puis, vous comprenez bien qu'au lieu d'utiliser des produits et des substances, les chauves-souris vont aller la nuit épurer les ravageurs de la vigne. Parce qu'ici, comme vous le voyez, ce clos est entouré d'arbres. Vous voyez poindre là-haut. Hein, et donc, ça donne des espaces de vie, des espaces de circulation pour faire, d'une part, des grands vins. Alors, ici, c'est du vin. Ça peut être dans toute forme d'agriculture, donc avec une gestion fine
de l'arbre comme outil de production. C'est-à-dire que le paysan, la forme la plus connue, que vous connaissez probablement du coup, qui a beaucoup disparu, l'agroforesterie, la forme la plus élaborée, c'est le bocage. On peut parler du bocage normand, du bocage breton, etc. On a beaucoup arraché d'arbres. Et puis quand on a eu beaucoup arraché, sans en faire le procès, on voit bien qu'il nous manque pour le vent, pour l'eau, pour le microclimat, pour la biodiversité, pour le paysage et pour la productivité. Donc notre job d'agroforestier, c'est de les remettre au bon endroit, au bon moment. Je ne sais pas si tu veux nous dire 2 ou 3 mots sur ce qui s'est passé hier, si tu veux bien. Hier, en fait, il y avait quatre jeunes vignerons qui ont repris des domaines viticoles et qui ont des projets sur certaines parcelles pour réintroduire l'arbre en fait dans les vignes. Donc pour nous, c'est très nouveau en fait et on avait vraiment besoin de conseils et puis de recul un peu pour savoir ce qu'on doit faire en fait parce qu'on a vraiment pas d'expérience là-dessus, peu d'expérience. D'introduire l'arbre vraiment dans la vigne, quoi. Donc Alain est venu et nous a parlé, nous a expliqué toutes les essences qu'on pouvait utiliser, comment le faire et toutes les options possibles. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'on apprend, on va avancer gentiment, on va faire des essais et puis on va voir comment on peut mettre tout ça en place. Voilà. Merci. Et tu dis pas du bien de moi parce que je suis là. Non. Non, il y avait une vingtaine de personnes et on a vu beaucoup d'attention, beaucoup de bonnes questions d'un projet qui dit clairement, pour que les choses soient claires, face à l'aridité, face au choc climatique, il est encore temps d'agir et le végétal et l'agroforesterie en particulier est un élément de réponse. On n'est pas en train de dire que c'est la réponse magique, mais est un élément de réponse. Voilà. Si vous avez des questions, c'est des choses qui ne sont pas claires, sur lesquelles on passe un peu vite ou sur lesquelles vous voudriez qu'on accentue un peu dans la limite de nos compétences, n'hésitez pas à nous couper. Alors ici, on monte un petit peu. Vous voyez, dans la gestion de l'agriculteur, des arbres qui poussent, souvent en régénération naturelle. On plante, mais on laisse pousser aussi. Vous voyez un jeune chêne juste à côté. Ici, un églantier. Ici, un églantier, je ne vois pas bien la caméra, mais vous voyez peut-être, celui qu'on appelle le gratte-cul, qui est le rosier des vignes, qui est hyper compatible avec la vigne. Une autre plante qui n'est pas très connue, qu'on a ici, spontanément dans toute la France, voire toute l'Europe, qui est le troène des bois. Le troène des bois est extrêmement mellifère, et vous comprenez bien que dans une touffe de troène ici, églantier et troène, plus le muret. Donc, dans le muret, vous allez avoir tout un tas de lézards, de couleuvres, enfin toutes les bêtes qu'on aime beaucoup et qui vont venir épurer des rats-aux-pieds et des mulots. Et puis là, dans ce bouquet de troène des bois, d'ailleurs, il y a donc les cynorhodons de l'églantier. Ici, la baie de Troène. Vous comprenez bien que les rongeurs, les oiseaux, ici, ils ont leur garde-manger pour l'hiver. C'est une fleur aussi qui est extrêmement intéressante, le Troène des bois. Et puis on monte encore un petit peu dans la sagesse et la bienveillance paysanne. Vous avez une plante ici qui est très connue, qui est mal connue, qui est une plante persistante qui condense l'humidité de l'air, qui fait un travail incroyable, qui a une trentaine de fonctions de premier ordre. Et je vous la montre encore un petit peu. Plante auxiliaire de la vigne aussi et de beaucoup de cultures. Vous la voyez peut-être, j'espère. En tout cas, je vais vous la décrire. C'est une plante qui est très commune, dont on croit qu'elle est une plante parasite. C'est le lierre. Le lierre, c'est un peu le pilier de tous les écosystèmes. Ça fait jamais mourir les arbres, ça les protège, ça enrichit le sol. Le lierre fleurit à une phénologie inversée, donc fleurit à l'automne, donc va finir de nourrir tous les insectes et les pollinisateurs en particulier. Et puis comme il fleurit à l'automne, il a une baie de fin d'hiver, donc de la même façon pour les oiseaux, les mammifères, les chauves-souris en particulier. C'est une ressource absolument incroyable. Ça veut dire que dans ces combinaisons de haies, d'arbres, d'arbustes, vous voyez ici des arbres, des frênes un petit peu plus grands. Dans cette combinaison-là de la haie, du bouquet et du bosquet, on a
On appelle ça en aménagement une membrane. Ici, on a une membrane, tous les systèmes sont membranés. On a une membrane hyper dynamique qui entretient de la vie, qui permet de la nidification, qui a beaucoup de fructification, beaucoup de floraison, donc de garder tout un tas d'animaux, de végétaux. Hein. On travaille sur les 3 grands règnes, hein, l'animal, le végétal et le fongique. Hein. Il est de l'importance des champignons. Les plantes donnent une partie de leur sève aux champignons pour les nourrir et les faire vivre. Donc tout ça pour dire que chez Vincent, comme chez tous ses copains, mais la biodiversité est un outil de travail. C'est pas une contrainte. L'environnement, c'est pas un problème. La biodiversité, c'est un outil de travail. Et vous le voyez dans la haie qui se prolonge sur le haut, qu'on va aller visiter tranquillement ensemble. Vincent fait partie des gens qui plantent beaucoup, qui laissent pousser, qui gèrent. Donc, créateur de biodiversité. Hein, si on prend toutes les grandes thématiques et les grands éléments de la biodiversité au service du paysage, au service, d'ailleurs, il y a des oiseaux là-bas qui passent, l'agriculteur retrouve et redonne ses lettres de noblesse à la biodiversité. La biodiversité, ça se protège pas, ça se produit ou ça se détruit. Et ici, on en produit beaucoup. Tu as quelque chose à dire? Voilà, non, j'ai rien à dire, mais j'ai une petite question pour Alain après. Ah bon, ben alors on y va. Vous voyez, on commence à prendre un peu de hauteur. Hein. Alors, on ne voit pas tout à fait la Loire depuis là, mais elle n'est pas loin. Elle est où? Montre-nous où elle est. Ah, elle est de l'autre côté, ouais. La Loire est de l'autre côté. Donc, on n'en est pas très loin. Vous voyez le paysage ici du village et puis des maisons troglodytes. Hein, c'est un peu la spécialité du coin, les maisons troglodytes. Donc, ici, on va trouver de la fougère. Là, devant nous, pour vous les nommer, de la viorne-lantane. C'est une plante qui pousse sur des substrats plutôt argileux et calcaires. Vous voyez ici, je vous le montre parce que ça nous tient vraiment à cœur. Dans nos modestes enseignements, on parle de ronces parce que la ronce, c'est le berceau du chêne. Et on parle de lierre, on parle de mares, on parle de vieux arbres, de bois morts. L'agroforesterie, c'est toute cette mosaïque-là. Le lierre pouvant être un peu l'ambassadeur, le renouveau, le souffle nouveau de cette agroécologie, puisque ça s'appelle comme ça en France, ça s'appelle agriculture régénérative outre-Atlantique ou permaculture, avec des plantes qui sont vraiment les clés de voûte. Vous voyez ici sur une touffe de lierre posée sur un mur, coincée dans des lilas et dans des pruniers sauvages, difficile de les compter, mais il y a peut-être 100 000 fleurs. Il y a peut-être 100 000 fleurs et 100 000 baies. Donc, de cette sagesse, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, de laisser pousser. Vous voyez, ici, on continue avec le mur et avec la haie. Il fut un temps, vous vous en doutez bien, et dans pas mal de campagnes encore, on rase tout, on enlève tout. La ronce, c'est sale, ça a des épines. C'est vraiment pour le coup un changement de regard. C'est un changement de regard qui, je sais pas, tu pourrais le confirmer si tu en as envie, mais qui fonctionne bien, hein, de l'importance. C'est pour ça qu'on est aussi très heureux d'être avec vous ce matin, parce que ce message de fond qui émerge dans les campagnes, ben, de notre point de vue, c'est un sujet de société. Hein, et d'avoir ici, on dit souvent, vous connaissez peut-être la formule, boire un canon, c'est sauver un vigneron. Nous, on a déjà passé un cap. Nous, on est plutôt à boire 2 canons, hein, Vincent, parce qu'un canon, ça sauve un vigneron, mais 2 canons sur sol vivant, ben, vous voyez, ça sauve le paysage, l'écosystème, le sol, ça stocke beaucoup de carbone. Hein. Ces systèmes de dynamique-là, on a tous, y compris toi, parce que tu utilises des bouteilles, des transports, des machines, vous aussi dans vos différentes boutiques, on émet tous. Mais ici, on peut stocker des grosses quantités de carbone. On peut stocker des très grosses quantités de carbone. Et c'est ce que font ces paysans. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous de le partager, de le dire. Il y a une agriculture de la répression, mais il y a aussi une agriculture de la prévention. Et là, on est en plein dedans. Et l'engagement que vous avez est par ton intermédiaire, enfin moi, ça fait 3 fois que je viens à peu près. Et je vois les yeux qui brillent, je vois les choses qui bougent. Hier, on est allé chez des viticulteurs qui avaient commencé à planter. C'était pas parfait, mais ça avait le mérite d'exister. Et je pense qu'une fois que le mouvement est lancé, on ne s'y arrête plus vraiment. Voilà. Ça va, vous ennuyez pas trop? Non, pas du tout. Petit tour à la campagne. Alors la question qui est super. Tiens, mets-toi devant. Comme ça, on va voir la hauteur de l'arbre. Je vais essayer de. Ouais.
Donc là, la question d'un frêne, clairement, ce frêne va devenir un problème parce qu'il va être concurrent. Il va être concurrent avec la vigne qui est à 3 mètres dessous. Donc lui, d'ailleurs, il a déjà la forme. C'est un arbre qui est sur 4 brins, donc il est déjà en tétard. Donc ça, c'est un arbre qui a une quinzaine d'années, donc on va le retailler. On peut le faire cet après-midi, si tu veux, d'ailleurs. On va le retailler, c'est-à-dire qu'on va récupérer le bois, il va repousser, et là, comme les brins sont gros, donc c'est pas de la taille douce, hein, mais du coup, il va y avoir des cavités. Au bout de 2 ans, on est à peu près sûr d'héberger des mésanges. Hein, donc, c'est pour éviter de mettre des nichoirs, hein, parce qu'on en connaît bien les limites. Vous avez levé la main, madame? Oui, tout à fait. Oui, j'allais te dire, il y a Sandrine Léger qui souhaite poser une question. Nous vous écoutons. Merci, merci beaucoup Alain, c'est très passionnant. Concernant le lierre, étant du secteur du BTP, j'entends beaucoup de maçons qui préconisent aux particuliers de surtout éradiquer le lierre sur les murs en pierre parce que ça détruit le mur et que voilà, on n'est plus capable de rénover des murs en pierre comme on pouvait le faire à l'époque, quoi. Et en gros, on va se retrouver avec du parpaing derrière. C'est vrai qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le lierre sur un vieux mur en pierre qui prend l'humidité, c'est pas tout à fait sa place. Mais si on arrive à stabiliser et enlever l'humidité, le lierre ne pose pas de problème. Globalement, hein, c'est l'humidité. Le lierre n'a pas de racines. Le lierre n'a que des crampons sur le mur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir l'installer correctement. Si on doit l'enlever un jour, ça veut dire le couper, le laisser pendant 1 an sécher et l'enlever après. Mais il est vrai que dès qu'il y a une fuite, dès qu'il y a de l'humidité, dès qu'on est un peu trop au nord, c'est un problème. Mais par rapport à la question que vous soulevez, moi, j'ai fait une étude sur un arrondissement de Paris. On a trouvé des dizaines de milliers de mètres carrés sur lesquels on pouvait faire pousser du lierre, notamment sur des immeubles, etc. C'est, de mon point de vue, il y a des petits fascicules, ça s'appelle la hulotte. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez la hulotte, les petits fascicules sur le lierre. Il y en a 2, c'est absolument fabuleux. C'est une belle histoire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le lierre va reconquérir la ville parce qu'on ne peut plus, les plantes grimpantes et le lierre, et vos bâtiments, et vos enseignes, etc., quand elles seront bourrées de clématite, de jasmin, de chèvrefeuille, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le végétal. Un bâtiment et un mur exposé sud, bien pourvu et correctement pourvu en lierre, c'est 3-4 degrés de moins l'été et de plus l'hiver dans le bâtiment, en dehors de la biodiversité. C'est une plante qui filtre la poussière, c'est une plante persistante qui épure l'air. Donc oui, clairement, hein, il y a des contre-exemples, mais il y a des contre-exemples, mais il y a aussi beaucoup d'exemples où ça peut marcher. Et je pense que dans ce sujet, d'ailleurs, quelque part, c'est un peu le même sujet. Nous, on est agroforestier là, mais l'hypercentre, les zones commerciales, les zones artisanales obéissent aux mêmes règles. Il y a des îlots de chaleur partout aujourd'hui. Et le végétal, jusqu'à preuve du contraire, contrairement à ce que pense mon pote Elon Musk, la seule façon d'injecter du carbone dans le sol, c'est des plantes, et la seule façon de refroidir le climat, c'est de faire de la photosynthèse et de capter ces excès de CO2. On nous met beaucoup dans une condition punitive. Du CO2, il n'y en a pas tant que ça dans l'atmosphère. Hein. Je vais faire du politiquement pas correct. Il y en a 0,002%. Par contre, il y en a un tout petit peu trop, et si on est capable de végétaliser la vigne et la campagne, à mon avis, on va résoudre beaucoup il y a des calculs qui avaient été lancés par un ministre de l'Agriculture qui parlait de 4 pour 1000, 0,4% par an de carbone dans les sols agricoles pour compenser nos émissions. Il y avait une autre remarque? Je ne sais pas. Non, c'est bon. C'est OK. Oui, merci. Bon, super. Eh bien, merci pour la question qui permet d'approfondir un petit peu sur le lierre. On continue? Tu as quelque chose à dire, toi? Non, c'est bon. On ne sait jamais. D'habitude, tu as plein de choses à dire. Voilà, petit tour dans les vignes. Donc là, pour le coup, hein, parce qu'on aurait pu, vous comprenez bien qu'il y a longtemps que le vigneron ait pu faire péter le mur en disant je fais une parcelle plus grande et c'est plus simple. Non, c'est pas plus grand, c'est pas plus simple. Aussi, ici, il y a beaucoup de relief, donc potentiellement de l'érosion. Ça veut dire que ce mur, plus ce lierre, plus toute cette végétation qui est en train de renaître, hein, au-dessus de nous ici, un prunier sauvage.
ici un autre, etc. etc. Ça fait un boulot incroyable et vous imaginez la quantité de nidification, vous imaginez la quantité de papillons, vous imaginez la quantité d'oiseaux qui peuvent vivre et se nourrir dans des infrastructures comme celle-ci. On réfléchit aussi, c'était un peu l'objet de la réunion de la Joile hier soir, hein, comment dans ces vignes on remet des animaux. Est-ce que les vignerons sont éleveurs ou est-ce qu'il y a un éleveur qui vient chez les vignerons? Parce que même couper de l'herbe, même en bio, ça utilise du gasoil. Hein, et si cette herbe-là, vous voyez, cet enherbement magnifique dans la vigne, donc ça veut dire que la vigne ici, elle ressemble à une prairie permanente. Je sais que vous travaillez aussi à la Joile sur les tulipes sauvages, la réintroduction et de la valorisation de la tulipe sauvage, qui est une plante endémique et emblématique du secteur de Vouvray, qui est très belle. Si on fait passer des animaux, ici, ils mangent l'herbe. Je rappelle que très, très basiquement, parce que c'est un peu un sujet tabou pour nous, petits êtres humains, leur déjection, c'est quand même une grande partie de la fertilité du sol. La déjection de l'animal, on a fait une manifestation il n'y a pas très longtemps qui s'appelait les états généreux de la bouse, pour montrer ô combien ce truc qui tâche, qui colle sous les pieds et qui pue parfois, indexe vraiment la fécondité des sols. Et ça veut dire aussi que dans cette biodiversité, nous, on est au cœur, que l'homme avec un grand H, la femme avec un grand F ne sont pas forcément des destructeurs et que l'animal, et notamment le ruminant, retrouve sa place. Et il y a beaucoup d'écosystèmes agricoles sur lesquels on travaille. Sur ces questions, on est toujours dans une approche eau, sol, climat, biodiversité, paysage, productivité, etc. etc. Quand il y a de l'herbe, on réenherbe les vergers, on réenherbe les vignes, on fait des intercultures en céréales, etc. On fait des couverts végétaux en maraîchage. Et quand les animaux passent, ils amènent leurs déjections, leurs fumiers, qui sont précieux. Ça veut dire que l'animal n'est pas banni. On peut lire parfois que certains élevages sont consommateurs, certains élevages sont pollueurs. Vous avez tous entendu parler de la vache qui pète. Alors, on ne sait pas trop où elle pète, à quel moment, dans quelles conditions, mais il paraît qu'elle pète et qu'elle est en train de nous assassiner, ce qui est juste un peu pathétique. Hein, et quand vous mangez un œuf, un steak ou un bout de fromage, le monde va s'effondrer. Ben non, si vous mangez un bout de fromage produit par les moutons qui sont dans ces vignes, ou un steak ou un gigot, le monde ne va pas s'effondrer, il va au contraire s'aggrader. Il va s'aggrader de toutes ces caractéristiques dont on a un petit peu parlé, pour lequel le carbone, clairement, hein, le stockage du CO2 dans le sol, il n'y a rien de mieux que la prairie et les arbres pour stocker du carbone, va vraiment améliorer le sol, les cycles de l'eau. Hein. Vous comprenez bien qu'avec les chocs climatiques dans lesquels on est rentré depuis une dizaine d'années, il faut qu'on ait des amortisseurs. Vous voyez bien qu'ici, sur cette bande herbeuse, il y a plein d'oiseaux dans le coin, sur cette bande herbeuse et dans cette vigne parfaitement enherbée, il peut tomber un gros orage, l'eau elle va pas filer à la Loire. Hein. L'érosion, c'est souvent le prémisse de l'inondation. Et les chocs climatiques du moment nous mettent dans un état d'alerte extrêmement important. Donc chaque paysan qui fait ça, je vais le montrer comme ça, mets tes pieds là, voilà, chaque paysan qui, en plus il est beau gosse, lui, donc ça peut le faire, hein, mais chaque paysan qui couvre, j'insiste très lourdement, 1 mètre carré de sol, chaque paysan qui couvre 1 mètre carré de sol, là il stocke l'équivalent de 3 tonnes de carbone par hectare et par an, c'est bourré de vers de terre, c'est bourré de microbes, de bactéries, de champignons. La biodiversité, c'est du sol qui fait émerger tout. Vous comprenez bien que dans cette haie ici devant moi, si le sol est nu, s'il est pulvérisé par des machines ou pulvérisé par des produits, il y a encore évidemment beaucoup de produits en agriculture, les insectes auxiliaires ne rentrent pas dans la parcelle. Ils ne vont pas sur un sol qui est pollué, qui est perturbé, où il n'y a plus de vie. Les oiseaux, ils ne vont pas aller chercher des cirfes, des carabes, des vers de terre ou je ne sais quelle bestiole à manger, parce que de toute façon, il n'y a rien. On a quand même une politique qui dit sol nu, sol foutu. Sol couvert, sol prospère. Et dans cette boucle de l'agroécologie, on a 3 piliers. Le premier étant la couverture végétale des sols. Le second, l'agroforesterie, donc l'arbre, je le disais tout à l'heure, c'est la haie, c'est l'alignement, c'est le bouquet, le bosquet, la ripisylve. Hein. Ici, en dessous, il y a une ripisylve, c'est-à-dire la formation boisée de bords de cours d'eau.
dans lesquels on va trouver le sureau, on va trouver l'aulne, le frêne, on va trouver les saules aussi, bien évidemment. Et donc, dans les piliers, après, il y a la génétique, la taille, mais dans les piliers de l'agroécologie, c'est bien les éléments fixes du paysage, dont les arbres, mais les murets, les terrasses en font bien évidemment partie, et puis la couverture végétale des sols, incontestablement. On avance un peu? Allez, ça va toujours? Ouais. Nous, on se pèle, hein, je peux vous le dire. À part l'orthographe de Ripisylve, on va chercher ça. R-I-P-I-S-Y-L-V-E. Ripisylve, c'est ripa, berge, et sylve, forêt. Voilà, tiens ici, ben voilà, super. Vas-y, montre-le, comme ça, il y a ta main pour le plan, parce qu'on est quand même... Voilà, vous voyez ici une plante qui émerge, donc il n'a pas fait très froid encore, donc on a des plantes en feu. Cette plante-ci, elle fait une baie, elle est assez surprenante, avec un peu de chance, on va en voir une, peut-être pas. Cette plante fait une baie rose fluo, mais vraiment le fluo du stabilo, et sa graine est orange. Fluo aussi, c'est le fusain. Ah ben tiens, elle est là. Ah ben là, vous avez les deux. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Un peu. On n'est Très pas, loin, ouais. on n'est pas, Donc on c'est n'est une pas plante encore qui sur. fleurit en plein hiver, quoi. Ouais, on n'est pas encore sur Netflix, hein. Il n'y a pas des caméras, des assistantes. On n'a pas vu les maquilleurs ce matin. Mais bon, tant pis. À mon avis, la prochaine fois, vu le succès qu'on va avoir, il y aura tout ça. Donc cette plante, le fusain, ouais. Non, là c'est la baie, hein. C'est pas la fleur. Là c'est la baie. Donc autant vous dire que les oiseaux là, ils vont passer. Ici on a le fusain. Puis ici, vous voyez, encore ici les baies de lierre. Le fusain, on l'appelle le bonnet d'évêque. C'est aussi un bois. C'est un bois qui est carré. C'est un bois qui est parfaitement carré et il tient bien dans la main. Du coup, pour votre information, s'il y a des artistes parmi vous, le fusain, c'est le fusain du dessin. C'est-à-dire qu'on le fait sécher, on le brûle et on dessine au fusain avec cette plante-là qui est omniprésente dans les campagnes. Dans l'idée de la ressource, hein, ça aussi, il y a les fruits, il y a les baies, il y a les fleurs. Disons-le, ces paysages que vous voyez ici, ces paysages, ils ont toutes les caractéristiques des composantes pour faire des paysages mellifères. Ça ne vous a pas échappé que on a, depuis, je pense, une dizaine d'années, on récolte moins de miel que la quantité de sucre qu'on donne aux abeilles, parce qu'on n'est plus tout à fait dans des paysages comme ça, y compris des vignobles, vous voyez que des cailloux, et vous voyez que des mers de vignes dans certains coins, et du coup, il n'y a pas de ressources. Les phénologies sont un petit peu bougées, les plantes fleurissent de plus en plus tôt. Vous comprenez qu'ici, en bas, j'ai le sureau, j'ai le peuplier, j'ai le saule, là, j'ai le frêne, j'ai le chêne, j'ai les cornouillers sanguins, les viornes, etc. J'ai toutes les plantes herbacées qui vont fleurir. On aime bien le proverbe pour les pollinisateurs qui dit du saule au lierre. Donc on a vu le lierre, on verra le saule un peu plus loin. Du saule au lierre, c'est-à-dire que le saule fleurit très tôt et le lierre très tard. Donc il y a à manger toute la période où les abeilles sont en dehors de leur ruche, qu'elles soient naturelles ou fabriquées. Donc ça veut dire que je cite aussi le peuplier qui fournit la propolis. Et vous comprenez bien que dans ces paysages variés, avec les pieds dans l'eau au bord du ruisseau et puis la Loire un peu plus loin, ici sur le coteau, vous avez une diversité de plantes extrêmement importante. Et dans des paysages de vignes qui chantent l'oiseau, mais dans des paysages agricoles qui chantent l'oiseau, on voit passer des pollinisateurs et où il y a aussi un ambassadeur qui est prépondérant, même s'il ne faut pas trop hiérarchiser, c'est le ver de terre. Ici, vous comprenez bien que sur chaque mètre carré de sol, il y a des populations de vers de terre qui construisent des maisons avec la nourriture qu'on leur a donnée, c'est-à-dire des résidus de feuilles, de branches, d'herbes, etc., au service de la fertilité du sol, au service de la plante cultivée qui recycle, qui capte l'azote par des mécanismes un peu complexes, mais qui capte autour de nous là. Ok, on a froid, mais il y a quand même 78% d'azote dans l'air qui circule. Hein, et toutes ces plantes et tous ces mécanismes le captent. Donc ça veut dire qu'on parle de viticulture grandeur nature. Après, on peut jouer sur les mots, hein, mais c'est une viticulture et ce sont des agricultures qui réduisent de façon draconienne les intrants, donc les émissions, donc les transports, donc beaucoup de choses. Et qui, j'insiste, et pour nous c'est extrêmement important, qui capitalise
Ça veut dire que chaque année, ici, dans ces parcelles, dans ce vignoble, j'améliore la qualité du sol. Donc, si j'améliore la qualité du sol, j'améliore le cycle de l'eau, celui de la biodiversité et celui de la société. C'est-à-dire que je suis capable... Comment ? Ah oui, il y a un roitelet qui nous accompagne, qui vient nous voir. Ah oui, qui est là, ouais, effectivement. Ouais. Ça va toujours ? Ça va. Moi, je me demandais, pour un Oui. vigneron traditionnel, en fait, c'est une transition qui prend combien de temps? Parce que là, ça demande énormément de connaissances de savoir tout ça, de pouvoir le mettre en place. Et on va voir avec Vincent comme ce qu'il répond. Et puis Alors, après, moi, s'il ouais, dit une connerie, je rectifierai. Je coupe. j'avoue que c'était plus le bon sens de laisser toute cette diversité dans mes parcelles. Et là, j'apprends évidemment avec Alain tout le rôle que ça peut avoir. Après, c'est juste pour nous aussi beaucoup de choses empiriques, de l'observation, de se rendre compte qu'il y a de la vie, évidemment, énormément de vie dans ces talus. Et voilà, donc on l'a laissé faire, on laisse les arbres, les ronces, les églantiers, on les laisse se développer parce qu'on sent bien que ils ont un rôle important. Et voilà, après, j'ai pas les connaissances évidemment d'Alain, j'apprends, et c'est pour ça qu'on le fait venir, parce que ça nous donne des explications à notre ressenti, en fait, finalement. On est des paysans, on travaille toujours quand même avec notre ressenti aussi. Mais donc, on est d'accord que ça demande déjà d'avoir cette réflexion de se dire, OK, on va pas exploiter tout le terrain, on va en Voilà, laisser une partie dédiée à ça, quoi. ouais. Mais ça, c'est vraiment lié aussi comme je disais, du bon sens paysan, je pense. Ici, on est sur une zone, on voit peut-être pas très bien, mais on a beaucoup de relief ici. Il y a, Vas-y, tu peux parler, je t'entends. quand on descend, en fait, on a une pente à 25%. Et quand j'ai repris en fait les vignes il y a à peu près 20 ans maintenant, quand j'ai repris les parcelles, au niveau de la pente, on avait des ravines dans le milieu des rangs de vignes qui faisaient à peu près 40 cm. C'est-à-dire que l'érosion, la flotte avait tout arraché. Donc quand j'ai repris les parcelles, en fait, on a remonté de la terre, parce que la terre était rendue évidemment tout en bas. On a remonté de la terre, on a laissé les couverts, on a implanté même des couverts au départ un peu pour nous aider. Et voilà, et depuis qu'on a fait ça, j'ai plus du tout de problème d'érosion. C'est-à-dire que le sol se tient, quand il y a des orages, l'herbe, les plantes retiennent les éléments fins, limitent l'érosion, et il n'y a plus de soucis, quoi, en fait. Et ça permet aussi à l'eau de pénétrer plus facilement, ça freine l'eau, et du coup, comme l'eau arrive moins vite, elle a moins de force aussi pour arracher les éléments. Donc, c'est un cas d'école, en fait. Hein. Je vous assure, quand j'ai certainement des photos que j'ai gardées, quand je suis arrivé là, c'était vraiment un peu... Parce que c'était des sols complètement désherbés, quoi. Il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait plus rien. Donc, ça a pris quelques années pour retrouver aussi une flore naturelle, une biodiversité naturelle. Mais au bout de 3-4 ans, on voit déjà très rapidement les résultats, quoi. OK. Regardez, comme vous avez l'air sympa, je vais vous montrer un truc sympa. Vous êtes sympa, c'est ça, hein? Regardez ici. Ouais. Vous voyez ici, je vous montre de loin, puis je m'approche. Le truc le plus anodin, le plus basique, le plus banal de la campagne, des campagnes, partout dans le monde, c'est à peu près la même chose. Et d'ailleurs, tous les écosystèmes agroforestiers se construisent comme ça. Donc ici, un muret, des ronces, du lierre. Et puis si je m'approche, boum, je pose ma main ici. Et là, j'ai un jaune noyer qui pousse. Donc de l'importance de la connaissance, de l'observation. Vous voyez, il est là. Il y en a un autre ici. Il est parfaitement à sa place. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà bu du vin de noix ou goûté des gâteaux aux noix, enfin, etc. Vous voyez, c'est aussi la question du geste, de la gratuité, quelque part, de cette nature généreuse qui produit, qui impulse, notre ami Ernst Zürcher nous dit que partout où elle peut, la terre appelle des arbres. Ben, ils sont là à nos services. Alors, s'il y en a trop, on les enlève, mais dans l'idée, hein, je disais tout à l'heure, ronce, berceau du chêne, ben, si on ne fait pas gaffe, on élimine tout et puis jamais s'installent correctement les végétaux. Donc
dans ce geste précieux. Si je dis ça, c'est pour répondre à ta question, Colline, c'est de dire que ce que souvent font les agriculteurs dans cette intelligence collective, dans cette agriculture du partage, je trouve que dans ces pratiques agroécologiques, si je dis une connerie, tu m'arrêtes, mais vous êtes en partage, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il y a une convergence, ça veut dire que dans les groupes, bon, soyons clairs, majoritairement, ils sont bio engagés, mais pas tous, mais parce qu'ils sont en cheminement. Hein, vous comprenez bien que nous, consommateurs, derrière, si on consomme les produits bio de l'agroforesterie, il y en aura de plus en plus. Bon, là, on a un gros avantage, c'est que les vins de Vincent, ils goûtent vraiment bien. Ça, je vous le dis. Ça, c'est quand même un gros avantage, surtout à 8h30 du mat. Je déconne. Mais donc, ouais, parce que des sols vivants, ça fait des plantes vivantes et ça fait des êtres vivants. C'est vraiment un plaidoyer pour la santé unique. Et c'est pour ça que ça nous intéresse d'être avec vous. J'insiste très lourdement, si moi je fais partie des ambassadeurs d'Arbre et Civilisation, c'est que c'est un sujet de société. Si on mange les produits de l'agroécologie, on n'a pas besoin de se faire des plans ministériels et changer de Premier ministre tous les 6 mois pour savoir comment on va préserver la biodiversité. Mais bon, je sais, c'est pas politiquement correct, mais je m'en fous un peu. Puis je sais bien que ça va en faire rire un ou deux, c'est pas très grave. Hein. Donc il y a vraiment une action de fond, il y a vraiment une action de terrain. Le syndicat hier, la Joile hier soir, c'est-à-dire des groupes, et dans la question que tu poses à juste titre, hein, d'ailleurs tu te poses, il y a un vigneron qui va peut-être arrêter, probablement, les oiseaux, ils sont vraiment là, hein, c'est drôle, ils sont vraiment autour de nous. Regardez là, hop là, vous n'avez peut-être pas vu quand même. Hein, mais, si, on l'a vu. Ah oui, c'est vrai, super. Vous voyez qu'on ne dit pas que des conneries. C'est important. Hein. Il y a Émilie. Ouais, j'ai vu, je finis ma phrase parce que j'ai le cerveau qui est à moins 2, là, donc je fais gaffe de pouvoir finir. Et ce que je veux dire, c'est que dans ta question, qui est évidemment extrêmement judicieuse, c'est que chacun avance un petit bout. Chacun avance un petit truc. Il y en a encore qui font quelques erreurs. Alors nous, on est modestement les ambassadeurs de ce renouveau. Hein. On n'est pas comme si on ne donne pas une leçon à un paysan. On dit juste, voilà, les règles agronomiques, elles sont là. Ça fait 30 ans qu'on les balaye, qu'on les brasse. Les conneries, moi, je les ai toutes faites. Donc, si on peut éviter de les reproduire dans ces difficultés. Mais ce qui est plaisant, c'est que le groupe avance, chacun sur un petit truc. Et tous les mois, le groupe se réunit. Et des groupes comme ça, on en a 46 en France à peu près. Et le groupe se réunit, discute, propose. Et ben, ça n'y va pas parce que tu es sûr de te casser la gueule. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps. Et en 3-4 ans, on arrive à peu près à se remettre sur les rails. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, je vois des regards, c'était le cas hier, des gens très concentrés, des regards très affûtés. Comme je dis souvent, hier, il n'y avait pas de questions connes. Et quand il n'y a pas de questions connes, c'est que ça avance. Madame, on vous écoute. On va aller voir une super trogne là-bas, tiens. Mon Dieu, j'ai peur de poser une question conne du coup, mais. Ouais, mais c'est peut-être les meilleurs. Non, c'est parce que quand tu disais tout à l'heure que c'était des berceaux de biodiversité, là où il y avait des ronces et du lierre, et qu'on a vu le noyer. En fait, j'ai lu Être un chêne et du coup, j'ai compris ce que c'était. Enfin, comment, tu vois, le gland devient. Enfin, comment il a été protégé par les ronces. Est-ce que c'est pour ça aussi que c'est un berceau de biodiversité? Est-ce que c'est parce que ça protège aussi les graines qui ne sont pas mangées par les animaux ou au contraire, enfin, je sais pas. Est-ce que pour le cas du noyer, c'était ça aussi, tu penses? Ou pas? Alors, la question est vraiment trop conne, je vais pas y répondre. Non, évidemment, c'est hyper judicieux. Et oui, les ronces construisent la moitié de nos écosystèmes. Les ronces, les épines, les pruneliers, les églantiers sont les berceaux, sont les protecteurs, sont les ambassadeurs, sont les climatiseurs. Vous comprenez bien que sous une ronce, il fait frais. Sous une ronce, il y a de l'humus. Sous une ronce, il y a de l'humidité. Sous une ronce, le chevreuil, le sanglier ne peut pas aller. Donc, c'est vraiment la couveuse, c'est vraiment le berceau, le renouveau. Hein. C'est une technique, on parle de régénération naturelle assistée en forêt ou hors forêt. Et pour le coup, c'est bien que ça vous intéresse, c'est comme ça, à mon avis, qu'on va reconquérir les territoires. On a une structure jumelle qui s'appelle Des enfants et des arbres, dont on vous reparlera probablement, qui vise à amener les gosses plantés chez les paysans. Mais l'acte de planter, c'est de montrer qu'il y a l'existence, la trogne, on va s'en approcher, il y a la régénération, et dans cette course contre le climat, hein, soyons clairs, dans cette course contre le climat, la régénération par les ronces, et vous comprenez bien qu'un agriculteur normalement constitué, il faut passer une journée avec lui.
Nous, notre boulot, c'est de passer une journée avec les agriculteurs pour les acculturer, pour leur montrer, regarde, c'est pas moche, regarde, ça pousse. Et c'est vrai que quand vous avez 6 générations de gens qui ont coupé des ronces et qui puisaient à la main, c'est un peu compliqué. Mais moi, ce que je vois dans les ambassadeurs, et Vincent est l'un d'entre eux ce matin, c'est que il y a le bon sens, il n'y a pas de cons, il n'y a pas d'abrutis dans cette histoire. Il y a juste des gens qui coupent les ronces tout le temps, qui nettoient. On nettoie tous, d'ailleurs, on passe notre temps à tondre, on passe notre temps à tout nettoyer tout le temps. C'est la même chose au bord des routes, c'est la même chose au bord des chemins. Et que les écosystèmes ligneux, ils émergent là. Donc, c'est changement de regard, changement de regard et changement d'échelle. Potentiellement, ça pourrait être un changement d'échelle. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Combien de temps nous reste-t-il? Moi, je ne vois pas sans. Dites-nous. Ah si, je vois Il 42. nous reste une vingtaine de minutes. Ouais, impeccable. Vincent va tailler un peu de vigne pour vous montrer. Je vais me mettre en face. Est-ce que, hop là, est-ce que vous le voyez bien? Ouais. On a une question au passage avec Sandrine. Mais ouais, allez-y, vas-y, Vincent, attaque. Oui, Attends, on va laisser la question, pardon. Vincent, au pied des vignes, on enlève quand même les adventices, du coup, pour laisser le pied respirer, pour pas l'étouffer. Alors, l'hiver, on les laisse tranquilles. C'est-à-dire que nous, on arrête de travailler les sols fin juillet. De la fin juillet jusqu'au mois de mars, on ne touche plus au sol. Et du coup, ça permet sous le pied à avoir à nouveau un couvert végétal naturel. Ensuite, à partir du mois de mars, fin mars, début avril, on va effectivement nettoyer un peu sous le pied avec des outils mécaniques pour limiter un peu la concurrence et puis pour éviter que l'herbe monte trop dans le cep. Surtout que nous, on est dans une zone assez gélive quand même. Donc, s'il y a vraiment beaucoup d'herbe, ça peut apporter beaucoup d'humidité et favoriser le gel. Donc, à partir de fin mars, début avril, on va travailler sur à peu près un tiers de la surface, un travail mécanique pour effectivement nettoyer et maîtriser les adventices. Et puis le milieu, lui, on le laisse toujours avec un enherbement naturel permanent. Voilà. Alors, le milieu, ça arrive des fois qu'on le casse, entre guillemets, qu'on va passer quelques outils pour régénérer un petit peu les plantes. Mais globalement, on ne fait pas de labour du tout. On va juste gratter un peu pour pouvoir renouveler un petit peu la flore, quoi. Et puis, sous le rang, voilà, ça sera un entretien mécanique entre début avril jusqu'à la mi-juillet, pendant quelques mois. Et puis ensuite, on va laisser tranquille. Allez, taille-nous ce joli cep là et dis-nous ce que tu fais. Déjà sur une taille gobelet, c'est une taille courte. Ici, c'est des vignes qui ont à peu près une cinquantaine d'années. Voilà, donc la taille gobelet, on va laisser toujours un cône de dessèchement très important. Donc là, j'ai coupé un des brins. Il y avait un poussier avec deux rameaux. Ça, c'est l'ancien poussier. Donc on laisse ce qu'on appelle le cône de dessèchement ici, de façon à ce que le flux de sève ne soit pas altéré. Si j'avais coupé ici, en fait, toute cette partie-là aurait séché et du coup, la sève aurait du mal à alimenter le poussier. Voilà, on laisse 2 yeux francs. Voilà. Ici, c'est un cas un peu particulier, le brin est un peu abîmé. Donc normalement, j'aurais dû tailler sur ce petit bois-là. Mais comme il est vraiment chétif, on va laisser un tout petit rappel seulement et on va prendre le bois qui est au-dessus. Voilà. Ok, super, merci. Tiens, donne-moi le bois, donne-moi le bois. Pour vous montrer aussi l'idée de la taille, ce produit-là, on va le poser au sol parce que ici, vous le voyez, mais au sol, on a de l'herbe, on a des feuilles, on a des brins et simplement en le posant au sol, on fait un geste qui peut paraître anodin, mais qui est parfaitement essentiel. C'est l'écosystème forestier. La forêt passe son temps à balancer de la branche, de la feuille, du bourgeon au sol. Et quand vous marchez dans une forêt, vous marchez comme dans cette vigne, sur un sol qui est meuble, qui est riche.
Et dans ces pratiques agroécologiques, parce qu'on a eu brûlé, exporté les sarments, etc., vas-y, continue si tu veux, hein, on restitue la nourriture carbonée d'un sol, que ce soit au jardin, à la vigne, en prairie, en culture spécialisée ou pas, c'est de restituer sa ration du sol. On parle beaucoup de la ration de l'animal, on parle beaucoup de la ration de l'être humain. La ration du sol, c'est ça, hein, c'est que le sol a produit in situ de l'herbe, des cèpes, des sarments, des feuilles, des branches, hein, avec toutes les haies. Vous voyez les arbres plantés, probablement les arbres fruitiers plantés au bord du mur, de restituer, de surtout pas exporter. On exporte le raisin, on exporte le blé, on exporte la figue, mais de laisser poser sur le sol sans compostage. Le compostage, c'est pas un bon truc pour l'agriculture, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. On va pas forcément lancer le débat aujourd'hui, on y reviendra. Une matière compostée a perdu sa valeur carbonée. Hein, donc, posé au sol et ça, digéré par la biologie du sol, recyclé, c'est-à-dire que le sarment qui est coupé, taillé, voilà, merci. Vincent, super, hein, le boulot. On va aller voir les trognes de l'autre côté parce que le temps passe. D'un geste hyper important dans cette boucle agroécologique qui stocke du carbone, je vais bien recycler l'ensemble des plantes qui ont poussé sur ces parcelles-là. Et c'est ça qui donne la dynamique du sol, qui lui donne de la vie, des impulsions, qui protège, qui nourrit. Et c'est des gestes qu'on avait un peu oubliés. Hein. On a beaucoup pratiqué une agriculture de l'engrais. Je dis pas qu'il faut pas en mettre de temps en temps. Hein. C'est pas le sujet. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on était dans une agriculture de la fertilisation. Et là, on rentre vraiment dans une agriculture de la fertilité, ce qui n'est pas du tout le même sujet. Et ça veut dire aussi des économies, ça veut dire de la résilience, ça veut dire de la résistance. C'est une agriculture qui protège et qui produit. C'est une agriculture qui s'inscrit dans la pérennité, qui s'inscrit dans le paysage, qui s'inscrit dans le plaisir, protéger et produire. Pour nous, le mot-clé de l'enseignement aux techniciens, aux agriculteurs, aux étudiants, tous les gens qu'on croise, alors c'est vrai que c'est des gens, quand ils viennent nous voir, ils sont déjà un petit peu convaincus probablement, mais l'enseignement, c'est dire qu'on peut faire une agriculture qui protège et qui produit en même temps. Et on a beaucoup trop pété. D'ailleurs, il y a un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Environnement qui ne se parlent pas beaucoup sur ces sujets-là, entre parenthèses, quels que soient les ministres d'ailleurs, hein, pour y revenir rapidement. Et bien non, ici, il y a des très hauts niveaux de biodiversité, et plus on produit, plus on protège. Et plus on produit du raisin, plus on produit de la biodiversité. C'est aussi un acte qui n'est pas punitif. Tu le disais, Colline, tout à l'heure, oui, on prend un peu d'espace, on prend 3-4%, mais on prend 3-4% pour éviter 10-20% de problèmes. Que ce soit en viticulture ou dans les autres filières, aujourd'hui, ces chocs climatiques sont très durs. Hein. C'est des grands gels, c'est des grands froids, c'est des grands chauds, c'est des grandes périodes sans eau. Toutes les agricultures sont fragilisées. Donc, de les protéger par du végétal, ça leur donne de la résilience et de la résistance. Je crois qu'il y a une main levée, si je vois bien l'écran. Oui. Oui, donc il y a une question. On descend un peu non, c'est sur la taille des parcelles quand on parle de membranes comme ça dans les parcelles. Ouais. C'est des parcelles de combien? J'explique parce qu'en fait, je vous parle là je suis à Saint-Marcelin, donc dans la vallée de la Noix de Grenoble. Il doit y avoir à peu près 6000 hectares de noyers en monoculture. Donc la biodiversité, autant dire qu'elle a beaucoup souffert. Et voilà, donc il y a quand même une réflexion. J'ai par exemple ma fille qui est agricultrice, et donc il y a une réflexion qui possède 60 hectares. Et si on veut remettre de la biodiversité, il faudrait des parcelles de combien? C'est quoi la méthode, etc. Alors c'est un peu compliqué peut-être, mais... Ouais, c'est un peu compliqué parce que ça dépend beaucoup des régions, mais c'est vrai que en vigne, des parcelles d'1 hectare, 1,5 hectares, c'est bien. Hein. Après, on peut discuter du relief, du territoire. En grande culture, on n'a pas beaucoup d'intérêt à avoir des parcelles qui font plus de 8 hectares globalement. De point de vue économique et stratégique, et justement pour que ces membranes fonctionnent, je connais très bien cette région et je vois aussi tous les dégâts, enfin tous les problèmes que ça pose, hein, la monoculture du noyer, alors que c'est un arbre. Hein. Mais il faudrait que ces noyeraies soient entourées de haies, etc., etc. En élevage, c'est pareil. Il est des animaux qui sont dans des parcelles immenses, qui n'ont pas d'ombre, tout ça pour dire que dans cette question, il y a un potentiel monumental. C'est aussi pour ça qu'on vous parle de régénération naturelle, de remettre des agricultures. Notre métier, nous, depuis presque 30 ans, c'est de mettre des indicateurs de résultats. On a 35 000 fermes sous référence avec indicateurs de résultats qui gagnent bien leur vie et mieux leur vie que ceux qui n'utilisent pas l'arbre. Hein.
au-delà de la production d'énergie, au-delà de la production de bois fertilité, de litière pour les animaux. Hein, donc, c'est important, intéressant de ce qu'on espère, ce changement d'échelle, hein, de ce retour au bon sens paysan dans ce changement d'échelle, de montrer que ces pratiques sont hyper rentables pour tout le monde, y compris pour nous, consommateurs. Je vous montre ici une forme formidable. On peut marcher là? Pas trop. Oui. On ne va pas se faire engueuler chez le voisin. Vous voyez ici, un tilleul en tétard. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là-dedans, c'est sûr qu'il y a 2 chouettes, c'est sûr qu'il y a du pic prune, c'est sûr qu'il y a de la chauve-souris à profusion, c'est sûr qu'il y a un essaim. Dans une bestiole comme ça, qui a une centaine d'années, ça veut dire que cet arbre, il est taillé tous les 3-4 ans. Et si on... Oula, j'ai presque plus de batterie, moi. Merde, ça va couper, là. Je ne sais pas où on en est, je crois que ça va couper. Je suis désolé. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui, on te voit et on t'entend. Oui. Il fait tellement froid que la batterie va lâcher. Enfin, on va voir hein, si ça tient. Est-ce qu'on est arrivé au terme de l'émission ou pas? On est bien presque arrivé au terme de l'émission. On est presque arrivé. On va continuer à se parler, mais la remarque me dit que moi, j'ai la main complètement gelée. Bon, enfin, ça marche toujours? Oui, ça fonctionne. Bon. Non. Ah, la caméra est coupée. Ah, ça y est. Non, il est toujours là, mais bon. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, c'était un essai. Alors, on va conclure là-dessus. Donc moi, ce que je tenais à vous dire, c'est que du coup, il vous a un peu parlé des enfants et des arbres. Donc en fait, avec le collectif Génération Responsable, cette année, on s'est engagé à financer des enfants et des arbres avec nos labels. En fait, chaque labellisation, 1% du coût du label sera dédié à des enfants et des arbres. C'est une association qui accompagne des agriculteurs dans leur transition justement vers l'agroforesterie en liant ça avec des écoles. Et donc, en fait, on a des classes qui viennent sur des parcelles agricoles pour aider à planter des arbres, ce qui permet aussi de transmettre et d'éduquer les plus jeunes à cette importance de l'arbre et de la biodiversité. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Et donc voilà. Et donc pour la suite, on aura d'autres sujets à voir avec Alain. Là, c'était un premier essai. On va peut-être attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour refaire une émission dehors. Je ne sais pas ce que tu en penses, Émilie. Si, mais c'était un essai, je pense, concluant. Enfin, je ne sais pas, ce sera intéressant d'avoir le retour des personnes qui étaient là. Moi, je trouvais ça passionnant. Donc, je serai là au prochain et on va aussi essayer d'organiser avec nos adhérents ce que vous faites avec le collectif Génération Responsable, voire d'aller faire une plantation tous ensemble à l'automne. Enfin, on a parlé de ça, mais tout ça est à défricher. Mais je veux bien, effectivement, si on a 2 minutes, là, le temps de finir, si certains pouvaient juste prendre la parole et dire si vous avez appris des choses, si on continue sur cette voie initiée par Colline. Et on a des mains levées chez Marie et chez Olivier. Donc, allez-y peut-être, Marie. Oui. Attendez, je vais mettre ma caméra vite fait. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir. Vous m'entendez? Oui. Bon, ma caméra n'a pas l'air de vouloir se débloquer, c'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris vachement de notes parce que j'ai entendu plein de mots que je n'entendais pas tous les jours. Prunelier, par exemple, je ne l'entends vraiment pas tous les jours. Viorne lentale, je ne savais même pas ce que c'était, donc j'ai cherché en parallèle. J'ai entendu tout un tas de mots, de mots de la biodiversité et du végétal, en fait, bon, aussi un petit peu des animaux, et j'ai trouvé ça très riche, même en termes de vocabulaire. J'avais l'impression d'écouter une fontaine de mots et c'était très intéressant. Donc, et puis ce côté de se promener avec eux sur le terrain, de voir. C'était pas Netflix comme il a dit, mais enfin, c'était quand même très intéressant. On était vraiment immergés et je ne sais pas où vous êtes, mais moi je suis en région parisienne et cette balade matinale dans la campagne sur les bords de Loire m'a beaucoup plu et si vous refaites le format, n'hésitez pas parce que je pense que ça peut. Et j'ai pensé à 2 ou 3 personnes à qui je vais signer un replay, leur partager parce que c'était ultra intéressant. Voilà, ça c'est mon petit retour.
il y aura un replay. Super. Très bien. Olivier, peut-être? Oui, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié aussi les interventions des deux personnes. Donc voilà, effectivement, c'était très riche et très intéressant. D'ailleurs, je suis preneur. Bon, la petite main, c'est juste parce que j'ai pas réussi à l'enlever, hein, mais c'est la petite main du calette. Mais en tout cas, je suis intéressé par les contacts de Alain et puis de Arbre et Civilisation éventuellement pour nous Ça rapprocher d'eux marche. dans le projet qu'on a là ici. Donc Avec voilà, plaisir, oui. bravo et à renouveler. Très bien. Peut-être Aurélie de Palma, si tu nous entends, si tu es là, parce que je pense que tu es sans doute assez au point sur Oui, les sujets de je suis là. biodiversité, c'est savoir à quel point ça t'est utile, du coup, ce type d'intervention. Ce type non, c'était vachement intéressant de les voir directement sur le terrain et de montrer concrètement c'est quoi la biodiversité, que juste une présentation comme ça, donc c'était très original. Sur les aspects agroforesterie, donc après c'est plutôt mon collègue qui s'occupe de ça via la Fondation Picard. Mais dans tous les cas, c'est des sujets qui sont très importants actuellement au vu des enjeux actuels et vu que notre principale activité, c'est l'alimentation et qu'on est fortement dépendant de la biodiversité, c'est pour ça qu'en fait, je suis tous ces sujets et donc je suis présente. Donc là, c'était spécifique à la vigne, mais je pense que du coup, pour les autres cultures, que ce soit les légumes ou les céréales, c'est tout aussi pertinent, sachant qu'on a aussi un projet d'agroforesterie, un projet agroécologique en Bretagne. Donc je voyais, enfin tous les termes qu'il utilisait étaient quasiment les mêmes justificatifs pour nos pratiques. Donc je vois bien la cohérence de tout ça et du coup c'était vraiment top d'avoir cet échange. Merci beaucoup. Merci. Aurélie est chez Picard et j'ai Oui. cru comprendre il n'y a pas longtemps que vous avez fait votre empreinte de biodiversité. Exactement. Et moi, j'avais d'autres participants adhérents qui disaient waouh, c'est le top niveau. Et qu'en fait, même une fois que c'est fait, vous aviez le top niveau, enfin, voilà, les marges d'après étaient compliquées. Enfin, c'était pas forcément simple de faire le plan d'action. Oui, mais vous êtes déjà bien avancé sur ces sujets. Voilà. Oui, le temps de sensibiliser les équipes en interne, de leur expliquer pourquoi on va vers ça et l'intérêt d'améliorer les pratiques. Donc ça prend du temps. Mais oui, effectivement, c'est un objectif là pour les 50 prochaines années, on va dire. On note le point légumes et céréales du coup. Ouais. Ça marche. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bon, j'espère que ça vous a plu. On arrive pile à l'heure au bout de notre temps. On va vous donner congé du coup. Et puis j'espère que voilà, ça aura apporté ses fruits, que ça va vous faire peut-être réfléchir sur le week-end et vous donner envie de revenir voir Alain sur d'autres aventures. Et donc bien sûr, on va vous partager donc le replay de cet événement et puis les coordonnées d'Alain si vous souhaitez prendre contact avec lui sans problème. Voilà. Donc merci beaucoup pour d'avoir été présent, d'avoir participé à cet événement. Et puis j'espère vous voir bientôt sur les prochains. Merci beaucoup. Bonne À journée. bientôt, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.